Bonjour à tous, soyez les bienvenus donc dans ce 23e épisode de Brut de Capteur, donc pour cette dernière partie de la formation Lightroom. Aujourd'hui, on va se consacrer à la dernière partie du flux de production qui est l'exportation. Pour cela, un petit rappel sur ce que l'on voit à l'écran lorsqu'on travaille dans un dérotiseur tel que Lightroom. Ce que vous voyez à l'écran n'est rien d'autre qu'un aperçu. Il n'y a rien dans votre ordinateur qui ressemble à ce que vous voyez ici. Il n'y a pas de fichier physique. Donc ce que vous voyez à l'écran, ce n'est rien d'autre qu'une interprétation de votre fichier RAW. Alors vous allez me dire, s'il n'y a aucun fichier dans mon ordinateur qui ressemble à ce que je vois à l'écran, à quoi ça sert? Si je peux regarder mes photos que dans Lightroom, ça sert à rien du tout. Heureusement, Lightroom possède un dernier module, le module d'exportation. C'est le dernier module que l'on utilisera dans le flux de production, en règle générale. Et ce module d'exportation va vous permettre justement de créer des fichiers en fonction du développement que vous avez appliqué à votre fichier RAW. Ici, à l'étape finale, on a traité cette image dans les épisodes précédents, et on va dire à la dernière étape, eh bien, il faudra l'exporter dans un format de fichier différent que le format RAW. Et pour cela, on fait clic droit sur une photo exportée, comme vous venez de le voir. Il y a aussi un raccourci qui est CTRL-MAJ-E, où vous avez vu qu'on pouvait faire aussi fichier, puis exporter tout simplement. Ce module d'exportation, on a ici une destination, ça c'est la première chose, donc ici on a le disque dur, mais vous voyez qu'on peut aussi envoyer nos photos directement par courrier électronique, ou aussi créer des CD ou des DVD avec des photographies. Ici on a nos paramètres prédéfinis, c'est en gros des façons d'exporter qui sont prédéfinies, donc par l'utilisateur ou aussi par Lightroom. On en a aussi des paramètres prédéfinis déjà de base dans le logiciel. On s'intéressera uniquement aux paramètres prédéfinis de l'utilisateur que vous allez pouvoir créer. Normalement, dans ce domaine-là, vous n'êtes pas censé en avoir, mais on verra comment on fait. Et puis, vous avez tout ce qui concerne les caractéristiques du fichier que vous allez exporter. Commençons par le commencement. On saisit la destination, donc le disque dur, pas de souci. Vous allez, dans cet onglet, définir l'emplacement, en gros, du fichier. Donc, ça va être la destination. Souvent, j'utilise un paramètre prédéfini, donc je vais me mettre dessus, comme ça, voilà, vous allez voir un petit peu comment j'exporte de manière générale mes photographies. C'est le paramètre que j'utilise le plus. On va parler du JPEG dans un premier temps. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le format que vous allez beaucoup utiliser. Le format JPEG est utilisé, mais en fin de production, donc pas à la prise de vue, mais à l'export, on utilisera beaucoup le JPEG. C'est aussi un format qui est très intéressant en termes de compression. On peut obtenir des fichiers très légers comparés à un fichier brut, par exemple, un fichier DNG ou un fichier TIFF, qui sont en règle générale beaucoup plus lourds. De plus, c'est un format donc universel comme je viens de le dire, et vous pourrez le partager avec tout le monde, mais aussi sur n'importe quel périphérique. Même un téléphone portable peut lire un JPEG. Ce format est aussi idéal pour le web, si vous avez besoin de les mettre dans votre galerie ou sur Internet, sur un site par exemple. En revanche, si vous voulez imprimer une photo, vous pourrez bien évidemment le faire en JPEG sans aucun problème, avec une qualité très bonne, bien sûr, mais vous devrez privilégier, je pense en tout cas, à partir d'un certain format, si c'est pour du 10x15, on peut pondérer un peu ce que je vais dire, mais vous devez privilégier plutôt un format TIFF ou un format PSD, en sachant que le format TIFF est beaucoup plus accepté auprès des imprimeurs que le PSD, qui offre pour ces deux formats une qualité bien supérieure, car ils ne sont pas compressés. Par contre, en moyenne, ils sont 15 fois plus lourds, ce qui pose, vous l'aurez compris, des petits problèmes d'espace. Mes JPEG, je les place toujours dans le fichier d'origine, dans un sous-dossier JPEG. Donc c'est assez simple à retenir. Vous pouvez utiliser un dossier spécifique, c'est-à-dire aller directement le sélectionner dans votre ordinateur, et vous pouvez également le mettre dans le dossier d'origine comme on l'a vu, et sélectionner ultérieurement un dossier d'origine, un dossier de destination, pardon. Ça, c'est assez pratique pour les paramètres prédéfinis. C'est-à-dire que quand vous faites un paramètre prédéfini, vous pouvez mettre cette option en jeu, et forcément, vous aurez un paramètre prédéfini qui sera prédéfini pour absolument tous les paramètres, sauf la destination. Moi, en règle générale, je me mets sur le dossier d'origine, et dans un sous-dossier JPEG.
Ici, il est important de régler demander conseil. En règle générale, lorsque vous travaillez sous Lightroom, de temps en temps, vous vous rendrez compte que vous allez exporter des photos et vous avez déjà dans le dossier de destination un fichier qui s'appelle pareil. Un fichier qui est déjà existant. Donc quand vous avez des versions différentes ou quand vous réexportez un fichier avec des paramètres un petit peu différents, en cochant ici demander conseil, avoir une boîte de dialogue qui va s'ouvrir et qui va vous demander ce que vous voulez faire, c'est-à-dire si vous voulez conserver les deux fichiers en question ou si vous voulez écraser le premier fichier avec le fichier que vous allez exporter ou tout simplement annuler l'opération. Dénomination du fichier, donc ici on pourra le renommer. Vous avez tout un tas de paramètres prédéfinis, donc nom du fichier plus séquence, voilà, etc., où vous pouvez avoir un menu personnalisé. Donc en faisant modifier, vous allez pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez. Donc avec un menu personnalisé. Et l'extension en minuscule, en majuscule, bon ça c'est vraiment très gadget, on s'en fiche un petit peu. Donc par exemple, vous aurez un point JPEG en majuscule ou un point JPEG en minuscule. L'onglet vidéo, on va pas regarder parce qu'on s'en fiche un petit peu. Ce qui nous intéresse ici, c'est les paramètres du fichier. Donc dans un premier temps, on va faire ça avec le JPEG. Le JPEG dans une qualité maximale. Lorsque vous voulez faire du JPEG, commencez pas à vraiment trop taper dans la qualité. On dépassera, on essaiera en tout cas de ne pas passer en dessous des 60%. Pourquoi? Eh bien parce qu'en dessous de cette barre de 60%, on va commencer à sérieusement compresser les données et à perdre quand même pas mal de qualité. En revanche, à 60%, j'ai un fichier qui est en moyenne entre 9 fois et 11 fois moins lourd qu'à 100%. Donc pour ma part, j'ai des fichiers JPEG qui montent quand même à 25-30 MO, puisque j'ai un D800 qui est quand même pas très arrangeant avec moi là-dessus. J'ai des fichiers qui sont très lourds, j'ai des fichiers RAW qui montent jusqu'à 70-80 mégaoctets pour un fichier. Donc forcément, on a des JPEG qui sont quand même très lourds. Je monte à 25-30 MO pour certains JPEG. En revanche, pour les plus lourds, hein, bien sûr. En revanche, quand je me mets à 60%, tout de suite, ça tombe vraiment beaucoup. Je me retrouve avec des fichiers entre 3 et 5 MO. Donc ça peut être très intéressant, notamment pour le web, où on va avoir besoin de charger rapidement des fichiers. Je pense notamment au site internet, quand vous créez un site internet, sur une galerie web. Alors pour ma part, sur ma galerie web, je mets mes photos à 100% tout de même. C'est plus long, c'est quand même beaucoup plus long, mais de toute façon, Flickr compresse un petit peu nos données, donc voilà, je me mets au maxi et puis lui, il fait le job. Voilà pour la compression. Donc il faut toujours se poser la question, on en revient toujours à la même question, qu'est-ce que je veux faire de mon image? Si elle est destinée pour le web, ça sert à rien de faire des fichiers à 25 MO, parce que les gens pourront pas les télécharger facilement, elles se chargeront pas si elles sont sur des pages internet, c'est vraiment très compliqué. En revanche, on en réduira la qualité que quand c'est nécessaire. Si j'ai besoin de faire du tirage, et que je veux absolument pas autre chose que du fichier JPEG, il est bien évident qu'on restera à 100%. Et le sRVB, alors l'espace colorimétrique, c'est important en règle générale quand on se trouve en JPEG de rester en sRVB. Les deux autres espaces colorimétriques sont plus larges et plus étendus, mais le JPEG est souvent destiné soit à du partage, soit au web, donc le sRVB étant beaucoup plus universel, on aura beaucoup moins de problèmes à rester en sRVB lorsqu'on est en JPEG, puisque c'est destiné au partage, donc à avoir des à être partagé via des périphériques, tels tablette, téléphone portable, ça peut être ordinateur, peu importe. Et en restant en sRVB, vous limitez la casse. Et sur le web, on est uniquement en sRVB. En revanche, vous voyez ici sur le côté, j'ai un paramètre prédéfini qui s'appelle TIFF 16 bits 1998 sans compression. Alors j'ai oublié le C à compression, mais c'est ce que ça voulait dire. Là, on se retrouve sur un fichier TIFF. À quoi sert le fichier TIFF? Le fichier TIFF est un fichier qui donc ne compresse aucune donnée. Il est donc super intéressant pour l'impression. Si vous voulez imprimer un grand format, tous les formats qui se trouvent entre, on va dire, 24 par 36 jusqu'au plus grand format qu'on tire en règle générale, les 50 par 75, ce genre de format-là. Ne faites pas autre chose que du TIFF. Le JPEG, c'est pas adapté à ça.
Ça peut donner de bons résultats, ça en donne d'ailleurs, mais le TIFF est meilleur, donc il faut pas s'en priver. D'autant qu'on ne tire pas en règle générale 200 photos dans des grands formats, on en tire 1, 2. Donc du coup, le TIFF ne va pas poser de problème d'espace, même si vous faites des TIFF à 200, 300 mégaoctets, clairement on s'en fiche, parce que vous n'avez pas 2000 photos à imprimer. Quand vous en avez 2000 à imprimer, en général vous faites du 10 par 15 et dans ce cas-là du JPEG convient très très bien. Quand on veut tirer des photos, on se met en TIFF et là pour la compression, je vais pas prendre de gants avec vous, on met 100. Je vois pas l'intérêt d'aller compresser un fichier de TIFF si c'est pour travailler en TIFF. Dans ce cas-là, autant travailler en JPEG et on compresse. Et le JPEG nous donne de bons résultats pour une taille qui est vraiment microscopique. Donc ça n'a aucun intérêt de travailler en TIFF si derrière on compresse nos images. On verra qu'il y a plusieurs modes de compression. Alors ici sous Lightroom on n'a que le mode zip, mais sous d'autres modules externes comme par exemple Photoshop, on retrouvera des méthodes de compression telles que le LZW qui sont à proscrire, vraiment il faut pas les utiliser. Mais en tout cas je vois pas l'intérêt de compresser des images TIFF, dans ce cas là on travaille en JPEG. Et pareil ici, on se met bien évidemment en 16 bits. L'idée c'est d'avoir une profondeur de traitement, de couleur, de tout ce que vous voulez, de 16 bits. C'est pareil, si vous travaillez en TIFF 8 bits, bah ça sert à rien, autant travailler en JPEG, c'est du 8 bits aussi. Pas de souci là-dessus. Franchement, c'est pas nécessaire de changer ça. Vous aurez des fichiers plus lourds, mais c'est l'intérêt du TIFF. C'est sa contrainte, mais l'intérêt, c'est qu'on compresse rien. Donc, ne compressez pas vos TIFF, par pitié. L'espace colorimétrique. Alors ici, je travaille plus en sRVB, mais je travaille en Adobe RVB 98. Beaucoup de gens travaillent aussi en Profoto RVB. Le Profoto RVB est plus étendu. C'est un espace colorimétrique plus étendu que le Adobe RVB. En revanche, je préfère, pour des raisons qui m'appartiennent, travailler en RVB 98. Pourquoi ? Eh ben pour des raisons de tout simplement de compatibilité d'espace colorimétrique. J'aime bien travailler en RVB du début jusqu'à la fin. D'autant que je fais certains tirages aussi chez un ami qui travaille aussi en Adobe RVB et ça nous permet d'avoir une certaine compatibilité quand on ouvre nos fichiers. Dans l'onglet dimensionnement de l'image, ici on pourra redimensionner notre image, on a la possibilité de se mettre en pixels ou en centimètres, largeur, hauteur, on peut, voilà, il y a différentes possibilités. Donc ici on pourrait par exemple dire, ben moi je veux faire du 20 par 30, donc je vais comment dirais-je, préparer mon fichier pour qu'il fasse 20 cm de haut par 30 cm de large, et puis forcément il faudra calculer une résolution en fonction de ce qu'on a mis, pour pas perdre non plus trop en qualité d'image, ça paraît logique, mais voilà, la résolution, ça on s'en sert quasiment jamais, à moins de vouloir vraiment avoir un fichier préparé pour l'impression. La résolution, je vous conseille de la laisser à 300. Vous avez vu qu'ici, même quand on enlève redimensionner, la résolution reste en surbrillance. Et ici, on va rester en pixels par pouce, hein, pas en pixels par centimètre, donc pixels par pouce, des PPP. En français et en anglais, c'est des DPI. Et pourquoi en 300 ? Parce que c'est la nouvelle norme, on va dire, quand on imprime, c'est de se mettre en 300 DPI. On peut se mettre aussi en 305. Pour les très grands tirages, au-dessus de 50 par 75, on passera à 305, voire 360 DPI pour certaines imprimantes. Mais bon, voilà, rester à 300, c'est une très bonne norme et c'est très très bien. Pourquoi on reste à 300 ? Ça ne sert à rien de se dire je vais me mettre à 100 quand je ne fais pas d'impression parce que je m'en fiche et mon fichier sera plus petit. Non, ici, quelle que soit la valeur que vous mettez, à partir du moment où vous ne redimensionnez pas, vous pouvez faire 10 fichiers, vous aurez toujours la même taille de fichier, quelle que soit la résolution. Que vous ayez 100 ppp ou que vous ayez 300 ppp, vous aurez le même résultat. Vous pouvez ici optimiser la netteté de sortie donc pour un écran ou pour un type de papier. Par exemple ici on pourrait se mettre en mat ou en brillant, peu importe. On s'en fiche un petit peu, c'est pas franchement quelque chose d'important. Ici vous pouvez choisir les métadonnées que vous voulez mettre à l'intérieur. Voilà, c'est très basique. Et enfin, on a l'onglet filigrane. Donc l'onglet filigrane va vous intéresser, puisqu'ici, on va pouvoir modifier nos filigranes. Et par exemple, eh bien, je pourrais choisir, voyons voir, donc ici, j'en avais un
Voilà. Donc on a la possibilité de mettre une plaque graphique, donc d'utiliser un fichier au format PNG. Rappelez-vous pourquoi, pour les questions de transparence. Donc pour cela, on utilisera le fichier que vous aurez créé dans d'autres modules comme Photoshop. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser une plaque texte, c'est pas facile à dire. Je suis passé chez Soch. Alors voilà, et ici on pourra personnaliser et mettre, je sais pas, moi par exemple, avec la taille que vous voulez, l'opacité que vous voulez, l'alignement, etc., etc. Vous pouvez choisir la police d'écriture si vous voulez quelque chose de... Alors, évitez ça quand même. Hein. Voilà. Bon, on va pas faire un truc sur les signatures parce que de toute façon, je vais avoir du mal à créer quelque chose de joli assez rapidement. C'est du temps, il faut passer beaucoup de temps à ça. Il faut essayer de faire des choses un peu plus complexes que ça. Il faut éviter les ombres. Contrairement à ce qu'on pense, les ombres, c'est pas forcément très bien. Ça donne rarement des rendus intéressants. Ça s'intègre pas toujours très bien en plus. Bon, voilà. Peu importe, vous pouvez en choisir la position, l'opacité, ici. Alors l'opacité c'est là, voilà, tac, tac, tac. Donc vous pouvez en choisir l'opacité, que ça se fonde un petit peu dans la photo ou que ça soit au contraire très criant. En règle générale, c'est bien d'avoir quelque chose qui n'est pas très opaque. Aux alentours des 30%, c'est bien, ça se fond assez bien, quelle que soit votre photo. Il faut penser à ça aussi. Il faut penser au fait que vous pouvez avoir une photo qui va être noire, enfin assez noire dans les coins ou assez blanc dans les coins. Donc en général, moi par exemple, j'ai deux filigranes, un noir et un blanc, et ça me permet de jongler en sachant que j'utilise le blanc 90 fois sur 100. Mais de temps en temps, je suis un peu embêté, donc voilà. Vous pouvez le faire tourner, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce module. C'est assez simple à utiliser. Voilà, vous pouvez passer en gras italique, enfin, tout ce qu'on est amené à avoir besoin en tout cas. Vous pouvez même réajuster après les positions si on est un petit peu dans quelque chose de fantaisiste. Et puis, vous pouvez bien évidemment enregistrer ces paramètres prédéfinis. Et ici, on le voit, vu que j'ai modifié un petit peu mon filigrane, il me dit Anthony M modifié. Donc j'avais pris quelque chose qui existait déjà et puis je l'ai modifié. Pour cela, on va faire simplement enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveaux paramètres prédéfinis. Là, on y rentrera un nom. Donc par exemple, là, je vais l'appeler 01, on s'en fiche, c'est pas important. Voilà. Et pour les supprimer ou les modifier, il suffit de cliquer sur l'un d'entre eux, et puis après, vous avez accès dans le menu contextuel à d'autres possibilités auxquelles vous n'aviez pas accès quand vous modifiez n'importe quel paramètre prédéfini. Par exemple, ici, on peut bien sûr le supprimer, le renommer, ou restaurer les paramètres prédéfinis par défaut. Voilà, voilà, voilà. Et une fois que vous l'avez enregistré, vous voyez qu'il apparaît dans la liste, et lorsque je ferai terminer, tout simplement, ici, j'aurai accès effectivement à 01, qui est un nouveau paramètre prédéfini. Voyons voir, donc exportons. Dernier petit onglet, le post-traitement, c'est simplement, ici, ça peut être sympa, moi je le fais toujours, c'est d'afficher dans l'explorateur. Pourquoi je fais ça? Pour une raison très simple, c'est que bien souvent, vous vous rendrez compte que vous ferez toujours la même erreur à ce niveau-là. Vous aurez tendance à exporter et vous oublierez que parfois, la destination du fichier, elle peut varier et vous allez oublier. Donc, en gros, cette partie-là, si jamais vous oubliez le fait de l'afficher dans l'explorateur, vous verrez tout de suite qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez tout simplement exporter... donc là, il faut que je sorte du mode plein écran. Vous allez exporter votre fichier et vous allez vous rendre compte que... y a un truc qui va pas parce que il n'est pas au milieu des bonnes photos. Vous allez avoir une photo qui est au milieu de tout un tas d'autres photos qui n'ont rien à voir dans le contexte. Donc forcément, vous allez vous rendre compte de votre erreur. Donc ça, c'est assez pratique si vous voulez vérifier que votre photographie est au bon endroit. C'est pratique, efficace. Donc là, on a vu qu'on a exporté un TIFF. Voilà, clac. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais lorsque je fais un paramètre prédéfinitif, ici, que j'ai ici, le sous-dossier ne s'appelle plus JPEG, mais forcément TIFF, alors qu'ici, quand j'étais en JPEG, je m'étais mis en JPEG. Ce qui explique pourquoi on a eu un dossier qui s'est créé, TIFF, dans le dossier d'origine de la photographie.
Voilà pour ça. On va pas parler des modules externes parce que j'en utilise pas, voire très peu. J'utilise simplement Mogrify, LR Mogrify, qui est un plugin qui sert à mettre des cadres autour de nos photographies. Je l'utilise plus depuis des années, puisque je pars du principe que mettre un cadre autour d'une photo, c'est pas forcément toujours un bon conseil, et c'est pas forcément quelque chose de bien, pour plein de raisons, parce que en général, ça a tendance un peu à voler la vedette à une photo, donc il faut éviter un petit peu ce genre de choses. On voit trop de mecs sur Flickr qui mettent des cadres autour de leurs photos. C'est parfois magnifique, et le problème c'est que quand on veut s'inscrire dans un style, on a tendance à le faire tout le temps, et ça ne s'apprête pas forcément toujours à toutes les photographies. Vous pouvez ici rajouter des modules externes. Donc pour les ajouter, il suffit d'aller les chercher dans une liste, après les avoir téléchargés. Vous pouvez les télécharger notamment sur le site adobe.fr ou .com, je sais plus, en tout cas sur le site officiel d'Adobe. Il n'y a pas de souci, vous allez trouver des logiciels, des plugins qui sont parfois payants, puis parfois qui sont gratuits, hein, donc il n'y a pas de souci. Ici, par exemple, on voit que de base, il y a un certain nombre de modules externes qui sont prévus dans Lightroom, à savoir Flickr et Facebook. C'est ce que vous voyez dans le module développement. Bon, je vais vous montrer. Et puis, pour le mode connecté, on a quand même la possibilité, si on est chez Nikon, Canon ou Leica, eh bien, d'avoir un plugin qui sert au mode connecté qu'on a vu dans une autre vidéo. Vous voyez, quand on est sous le module bibliothèque, ici, on a les services de publication et on retrouve Facebook et Flickr. On va pouvoir en rajouter d'autres comme Behance, etc., qui sont de base. Voilà, donc tout ça, c'était dans la gestion des modules externes. On n'a pas expliqué comment on fabriquait un paramètre prédéfini. C'est très simple, vous rentrez tous les paramètres que vous voulez mettre dans votre paramètre prédéfini. Donc vous allez choisir la dénomination de votre fichier, l'emplacement du fichier et surtout les paramètres du fichier, à savoir le format, la qualité, l'espace colorimétrique, etc., etc. On n'a pas vu tout à l'heure parce que ça me paraissait absolument pas être une bonne idée, mais vous avez effectivement une possibilité ici de limiter la taille de votre fichier et vous pouvez en mettre la taille dessus. Donc vous rentrez tous les paramètres que vous voulez mettre et puis il vous suffit simplement de faire ajouter. Vous avez la possibilité de rentrer le nom que vous voulez, donc par exemple ici on pourrait l'appeler brut de capteur. On s'en fiche, hein, c'est histoire de mettre un nom, voilà. On peut le ranger dans un ensemble de dossiers. Moi, j'ai qu'un dossier qui est le paramètre prédéfini de l'utilisateur, mais effectivement, on peut les mettre dans un sous-dossier si on veut. On fait créer, il apparaît ici, bien sûr, il n'y a pas de souci. On peut y avoir accès, pas de problème. Et si on veut modifier un paramètre prédéfini qui se trouve ici, on clique dessus, on peut le supprimer, mais on peut aussi faire des clics droits. Et ici, vous avez plein de possibilités. Créer un nouveau dossier, renommer, mettre à jour. Afficher dans l'explorateur, bon ça c'est pas forcément très intéressant, supprimer, exporter, importer, et puis voilà. Donc ça vous permet eh bien d'avoir votre propre liste de paramètres prédéfinis, et ça c'est vraiment important, faites-en, parce que vous vous rendrez compte que vous allez gagner beaucoup de temps, pour une raison simple, c'est que vous allez quasiment toujours utiliser les mêmes paramètres de fichiers, quasiment toujours les mêmes. On le voit ici, moi j'en ai très peu, en fait celui-là on peut le supprimer, donc ça marche pas avec la touche supprimer, vous voyez, j'avais un petit a priori. Ça, on va supprimer aussi. J'en ai 4 en fait, j'en utilise que 4 et ça revient toujours. Ça, c'est un paramètre prédéfini qui va me servir à l'impression. C'est un TIFF 16 bits en 98 sans compression. Ça, c'est pour la vidéo, c'est-à-dire que c'est tout pareil que mon JPEG Max sans filigrane. La seule chose, c'est que j'ai redimensionné mon image pour qu'elle rentre, donc si on voit dimension de l'image, pour qu'elle rentre dans un 1920 par 1080, et donc du coup, ben, je me retrouve avec une image qui fait pile poil la dimension de mes vidéos, donc c'est facile à intégrer. J'ai un paramètre prédéfini pour le gros de la troupe, c'est-à-dire un JPEG maximum dans le dossier d'origine. Donc en gros, c'est pour tous les JPEG. Donc dès que j'ai fini de traiter mes RAW, ben j'exporte mes fichiers finaux en JPEG pour pouvoir les partager, les voir, les données, etc. Peu importe. Et puis j'ai un JPEG à 60%. Ça, c'est pour mon site internet. C'est pour que, eh bien,
mes fichiers se chargent beaucoup plus vite sur les pages, et forcément, puisqu'ils sont qu'à 60%, donc les tailles des fichiers sont vraiment microscopiques par rapport aux tailles qu'on pourrait avoir à 100%. Voilà, tout simplement, mais faites-en parce que vous allez gagner un temps infini, parce que si à chaque fois vous devez tout remettre, eh ben vous allez voir que vous allez perdre beaucoup de temps. On va exporter un JPEG maxi dans le fichier d'origine pour voir, et vous allez voir ici, donc là, boîte de dialogue, effectivement, puisqu'on a mis « Demander conseil ». Donc là, il nous demande ce qu'on doit faire, puisque dans le fichier d'origine, eh ben, il y a déjà un JPEG qui s'appelle 7660 modifié.jpg. Donc on va utiliser des noms uniques. Comme ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer 2 fichiers. Là, on le voit, il est en préparation. C'est celui-ci. Et hop, voilà, il vient d'être pris, il vient d'être fait. Et si je clique dessus, ben, on va voir que j'ai effectivement le filigrane. Alors là, c'est la version noire, puisque je me suis pas mis sur le bon filigrane, mais voyez que, eh bien, on a effectivement un filigrane qui vient se créer. Je vais peut-être le refaire pour que vous voyez celui qu'on a créé ensemble. Et là, on voit, voilà, Glandu Photographie, c'est super, c'est génial. Et ça fonctionne. Alors voilà pour le module d'exportation. On a aussi la possibilité d'utiliser la commande CTRL Maj Alt E qui va nous servir à exporter avec les paramètres précédents. Par exemple, quand vous faites de l'export un petit peu à la chaîne, vous avez utilisé une méthode d'exportation avec un paramètre prédéfini. Ça a fonctionné une première fois. Donc après, vous aurez simplement à faire exporter avec les réglages précédents. Et pour ça, vous le retrouverez aussi ici. Et la commande, c'est bien sûr CTRL Alt Maj E. Voilà. Et vous pouvez aussi exporter directement avec un paramètre prédéfini, donc vous n'êtes pas obligé de passer par le menu qu'on a vu. En faisant ça, par exemple, ici, ben, je vais exporter directement comme je le désire, comme j'ai l'habitude de le faire, tout simplement. Et ici, on retrouvera la même liste, mais en bas cette fois-ci. Alors voilà, c'est bientôt fini pour cette formation Lightroom. On n'a pas parlé de tous les autres modules, on s'est consacré au module bibliothèque, développement, module d'exportation et module d'importation. Pourquoi? Bien parce que ce sont les seuls modules qui sont intéressants. Et là c'est pareil, je prends pas de gants quand je le dis, mais tout le reste, ça sert à rien. Pour plein de raisons. Le module carte, alors ça sert à géolocaliser vos photos, c'est bien, on s'en fout, c'est vraiment pas intéressant, on s'en tape. Après vous avez le module livre. Alors le module livre, il pourrait être vraiment très bien sous Lightroom. Le problème, c'est que Lightroom travaille avec Blurb et que du coup, eh bien, clairement, on s'en fiche un petit peu parce que 9 fois sur 10, en tout cas, beaucoup de photographes ne travaillent pas avec Blurb parce que c'est cher et parce que c'est pas forcément ce qui se fait de mieux. Donc voilà. Mais en tout cas, ils ont un partenariat avec Blurb, donc vous pouvez travailler avec Blurb. Mais si vous ne travaillez pas avec Blurb, ben, l'intérêt du module livre, il est un petit peu limité. Il ne vous sert pas à grand chose. Le module diaporama pourra intéresser 2 ou 3 personnes, notamment pour faire les diaporamas des vacances, des choses comme ça. Mais alors, c'est un jeu d'enfant à utiliser et c'est assez simple. Il existe aussi des plugins que vous trouverez sur Internet qui vous permettront de faire du time-lapse à partir du module diaporama de Lightroom. Il vous suffira d'importer un paramètre d'utilisateur, un modèle en réalité de diaporama qui vous permettra d'assembler très rapidement des images à 24 ou images secondes ou 30 images secondes pour pouvoir créer du time-lapse. Donc voilà, ça peut être intéressant le module diaporama, mais j'en parle pas parce que c'est extrêmement simple d'utilisation. On est un petit peu dans l'utilisation gadget qui va intéresser que les gens qui ont envie de faire du petit souvenir de vacances, mais on n'est pas réellement dans l'outil intéressant pour le photographe. Le module impression, c'est un petit peu l'exception de ce que j'ai dit. Le module impression va pouvoir intéresser beaucoup de gens. Le problème du module impression, c'est qu'il est destiné aux gens qui font de l'impression. Et oui. Donc si vous n'avez pas d'imprimante très haut de gamme, eh bien, vous aurez pas forcément intérêt à utiliser le module impression de Lightroom. Donc c'est pareil, j'en parle pas parce que franchement... En revanche, si vous êtes photographe professionnel ou que vous êtes complètement débutant, il y a de fortes chances que vous ne l'utilisiez jamais, puisque l'impression, c'est un métier à part entière, et que c'est aussi un monde. Donc voilà. Le web, eh bien, c'est pareil, c'est fait pour créer des pages web, mais c'est pas forcément très intuitif, ça marche pas forcément très bien, et ça sera pas adapté à partir du moment où vous faites pas du HTML, il me semble, j'ai un petit doute. En tout cas, tous ces modules, je pourrais même presque les enlever,
Voilà, le module carte, on s'en fout. Le module livre, on s'en fout. Le module diaporama, on l'utilise jamais. Le module impression, on va quand même le garder. Et le module web, il ne nous intéresse pas non plus. Donc je me suis consacré aux 3 modules qui intéressent le débutant et qui intéressent même jusqu'au professionnel, à savoir le module bibliothèque, le module développement, le module d'exportation, et j'ai oublié de parler du premier qui était le module d'importation. C'est fini pour cette formation Lightroom, on va quand même faire une petite vidéo bonus pour référencer tous les raccourcis qui vont vous permettre de gagner beaucoup de temps. Tout à l'heure je vous parlais d'un raccourci que je viens de taper sur mon clavier, ça me permet d'exporter avec les paramètres précédents. Vous avez vu, ça m'a pris une demi-seconde et ça m'a évité de faire fichier exporter aux paramètres précédents, avec les paramètres prédéfinis, exporter avec les réglages précédents. Vous avez vu, en plus là, on en a 4 exportés, du coup on a vite fait de se tromper aussi quand on clique assez vite. J'en ai même perdu un peu mon latin. Donc voilà, il y a tout un tas de raccourcis, CTRL Maj F. On va parler vraiment de tous les raccourcis qui vont vous faciliter la vie. J'ai pas non plus trop parlé des métadonnées ni du filtre de bibliothèque. Voilà, il y a pas mal de raccourcis aussi, notamment dans les listes de mots-clés. On peut utiliser les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour rentrer des mots-clés de manière plus rapide. Mais à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un début et une fin, et je peux pas non plus tout dire sous Lightroom parce qu'on ferait 8 heures de formation. J'espère que cette formation vous aura été très utile et que vous serez bien meilleur qu'avant dans la gestion de vos fichiers RAW. Nous on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 24, je sais plus exactement de quoi j'ai prévu de parler, on parlera peut-être un peu de Flash, je sais pas. Voilà, rassurez-vous, on va abandonner Lightroom pendant un bon petit mois sans trop en parler, et puis voilà. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là n'oubliez pas de partager. Salut, salut. Tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner.